Salam alaikum, bonsoir Azul Flaoun, bienvenue sur Al Magharibia. Ce soir, sur Microscope, nous allons parler des relations franco-algériennes. Encore une fois, vous allez me dire oui, encore une fois, parce que il y a des appels depuis Paris donc au dialogue. La presse algérienne parle aussi de quelques pistes de dialogue entre les deux pays. Paris exige toujours la libération de Boualem Sansal et Christophe Aiglez. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, donc français, parle de dialogue. Lui aussi, la France mène un dialogue exigeant, a-t-il déclaré donc hier. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Francis Mounez, parle du dialogue aussi et critique ouvertement la méthode de Retailleau. Nous allons poser quelques questions autour de ce sujet ce soir à nos invités, mais bien sûr, je remarque une chose c'est que l'AFP, donc l'agence France Presse hier, a publié une dépêche qui a été reprise par France 24 et qui dit France 24, bien sûr, AFP dit Quai d'Orsay, donc la France officielle. Des critiques claires et ouvertes donc vers l'Algérie, la diplomatie algérienne surtout, qui se retrouverait en quête d'un nouveau souffle. Voilà, nous allons parler de cette dépêche aussi et de cette position presque officielle donc de la France. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hamid Lellou, qui est avec nous depuis Washington, analyste politique. Hamid Lellou, bonsoir, Azoul, marhaba bik. Bonsoir Azul, merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde. Merci Hamid, marhaba bik. Avec nous aussi Jamel Gessoum, chercheur en sciences sociales. Jamel Gessoum, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, c'est Hussein. Merci pour l'invitation et le bonjour à la régie, bien sûr, et à l'ensemble du peuple algérien. Merci. Alors, on va commencer par Paris, hein, bien sûr, puisqu'on parle de Paris, Paris-Alger. Alors, Jamel Guissou, ces relations franco-algériennes bon, il y a cette crise hein, qui n'arrive pas à prendre fin malgré les récentes déclarations donc de Nunes, de Barrot. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi le message qui a été envoyé par Macron à Tebboune à l'occasion du 1er novembre. Jamel Gissoum, mais les tensions sont toujours là. Oui, alors il faut séparer les amabilités et le protocole lorsqu'il y a une fête nationale. Donc c'est très bien que le président Macron ait mis cela en avant. Néanmoins, quand on parle de négociation, quand on parle de discussion, la moindre des choses, si on veut ouvrir la discussion, c'est de ne pas poser des préalables. Mais pour le coup, et vous l'avez rappelé, Sir Racine, lorsque le ministre des Affaires étrangères, mais aussi le ministre de l'Intérieur, exige la libération de Boualem Sansal, déjà là, il pose un préalable qui n'est pas de nature, en tout cas politique et diplomatique, à ouvrir des discussions. De ce point de vue, malgré le fait que cela dure depuis un an, vous savez, depuis novembre 2024, la France profonde, je dirais, n'a toujours pas compris que ce n'est pas en voulant tordre le bras de l'État algérien qu'on obtient quoi que ce soit. De ce point de vue, et d'ailleurs, vous l'avez aussi dit par rapport à France 24, et qui déclarait visiblement que l'Algérie est en quête, comme le dit votre titre, hein, en quête d'un nouveau souffle. J'ai envie de dire que le nouveau souffle doit venir de Paris et non pas d'Alger, parce que l'Algérie ne pose aucun préalable. Le principe même de la négociation et de la discussion, c'est de venir discuter d'égal à égal parce que quand vous posez un préalable, vous vous faites supérieur et donc pas d'égal à égal. Et de ce point de vue, les choses visiblement n'avanceront pas. Hamid Lellou, est-ce que vous êtes d'accord sur ce que vient d'avancer Jamel Guissou? Il faut des préalables pour négocier? Ah, Parce que Barou, il parle de dialogue. Hein. oui, préalable, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes en situation de force, vous pouvez déjà imposer vos préalables et imposer les conditions pour une négociation. C'est ce que font les pays puissants quand ils ont un levier contre vous. Quand ils peuvent l'utiliser, ils vont l'utiliser, ils vont vous imposer, ils vont vous mettre dans un coin et vous imposer
un cadre pour les négociations. Ça peut se faire. Ça dénotera, et si ça se fait, si ça se réalise de cette manière, ça dénotera l'importance d'une partie sur l'autre. Maintenant, si les deux parties négocient d'égal à égal, bon, bah, il faut qu'ils trouvent un compromis sur lequel ils peuvent travailler, soit éliminer tout préalable, ou bien quand ça coince comme ça, il y a aussi les négociations parallèles. Ce que les déclarations officielles d'une partie ou d'une autre, elles ne sont pas nécessairement les seules déclarations, les seules conditions. Certainement, d'ailleurs, ça c'est le cas dans la plupart du temps, il y a des négociations parallèles, il y a les négociations qui se font à côté, et puisque l'Algérie, ou bien le régime algérien, je dirais, a des relations ancestrales avec la France. Donc, tous les canaux ne sont pas fermés, à mon avis. Mais Hamid Relou, justement, est-ce que l'Algérie se trouve justement en position de force aujourd'hui? On se rappelle tous de l'épisode du Sahara occidental, la position de la France, qui est toujours sur sa position. Le problème du visa, le problème des expulsions, beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut parler de position de force? La position de force, ben, le régime algérien n'est pas en position de force, la France non plus. La France d'aujourd'hui, ce n'est Et le problème des Français, c'est qu'ils n'ont pas évolué dans leur manière de procéder, dans leur manière de gérer le dossier algérien, si je puis dire, parce qu'ils ne sont pas les seuls joueurs. Il fut un temps, peut-être il y avait la Russie qui était présente, qui l'est toujours en quelque sorte, mais la France était le représentant unique des intérêts occidentaux sur le sol africain ou bien sur l'Afrique du Nord, ne serait-ce que pour parler de l'Afrique du Nord et de l'Algérie. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui font compétition à la France et la France n'a pas évolué. Maintenant, il y a le retour du bâton parce que, je l'ai dit plusieurs fois, la France, une démocratie, quoi qu'on dise, c'est une démocratie, ce sont des institutions. Mais quand il s'agit de travailler avec le régime algérien, elle se comporte comme un État voyou qui gère les dossiers face à lui parce il a un régime voyou. Et là, ça ne marche plus. Ils n'ont plus ce levier. Et il fut un temps, la France avait un grand levier. Elle l'a perdu. Elle l'a perdu en Algérie, elle l'a perdu dans le Sahel. D'ailleurs, elle se fait donner des coups de pied. Par d'autres régimes qui ont un soutien ferme et franc de la part de la Russie. Le problème de l'Algérie ou bien du régime algérien, c'est que, bon, on ne sait pas où le régime algérien va chercher ses appuis, parce que vous ne pouvez pas faire face à la France et faire le mariole et crier fort que vous êtes contre la France si vous n'avez rien d'autre sur quoi vous appuyez ou sur lequel vous appuyez. Voilà la différence. Les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés peuvent le faire, pas parce qu'ils sont plus forts que le régime algérien, mais eux, ils s'appuient directement et franchement et ouvertement sur leur pseudo-allié russe. L'Algérie, on ne sait pas où le régime va. Hmm. Jamal Guessou, nous allons regarder cette petite vidéo. Le Premier ministre l'a dit cette semaine de manière très claire. Il faut arrêter de faire de l'Algérie un sujet de politique intérieure. Et il faut, dans un dialogue exigeant, qui vise à protéger nos intérêts, obtenir des résultats sur la libération d'abord de nos deux compatriotes, Boualem Sansal et Christophe Glaise, sur la coopération en matière de sécurité, puisque au sud de l'Algérie se situe l'un des principaux foyers mondiaux du terrorisme islamiste, et puis la coopération migratoire, puisque nous avons besoin de coopérer avec l'Algérie pour expulser les Algériens en situation irrégulière sur le territoire national. S'ajoute à cela une dimension qui est souvent éclipsée dans ce débat, qui est la question
économique. Beaucoup d'entreprises en France, notamment des PME du secteur de l'agroalimentaire, pâtissent des tensions qui ont émaillé la relation depuis un an. Et donc ce sont ces intérêts que nous devons défendre dans un dialogue exigeant. C'est la ligne fixée par le Premier ministre et nous allons nous y tenir. Voilà, c'était Barrot donc, qui disait qu'il ne faut pas faire de l'Algérie une question de la politique intérieure. Et maintenant, le Cornu. Ne jamais faire de la question de l'Algérie un sujet de politique intérieure en France. D'autant plus qu'il est arrivé que dans la vie politique intérieure algérienne, la relation avec la France soit un sujet de politique intérieure chez eux. Et donc je souhaite évidemment qu'on puisse avancer sur ce chemin. La deuxième des choses, on respecte tous la Constitution de 1958. Et donc par définition, la question des traités et des accords revient à l'exécutif et c'est ensuite à l'Assemblée nationale de ratifier les traités et de les voter. Et donc par définition, il s'agit d'une résolution et seulement d'une résolution, ce qui ne veut pas dire que nous ne prenons pas acte et que le gouvernement de la République ne prend pas acte du vote de l'Assemblée nationale, mais ne faisons pas dire à cette résolution ce qu'elle n'est pas. Ne jamais faire. Jamel Guessoum, à Paris, il y a un débat sur ces questions. Contrairement à l'Algérie, il n'y a aucun débat sur ces questions. Ni au Parlement algérien, ni... Pourquoi, à votre avis? Alors, tout d'abord, moi, ce que j'aimerais tout de même préciser, c'est que je voudrais rectifier un terme qui a été utilisé. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, n'a pas dit « il ne faut pas faire de l'Algérie un objet de politique intérieure ». Il a dit « il faut arrêter de faire de l'Algérie un problème intérieur français ». Vous comprenez la nuance entre faire et arrêter? Ça veut dire que la France a fait de l'Algérie une question de politique intérieure. Tout d'abord, ça c'est la première question. Ensuite, lorsqu'il exige la libération de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, il s'attaque directement à la souveraineté judiciaire de l'Algérie, quoi que l'on en pense, quoi que l'on qualifie ou de la manière dont on qualifie l'Algérie. Il s'agit d'une question de souveraineté intérieure. La justice fait ce qu'elle veut en Algérie ou dans tout autre pays et que ce fait ne le concerne pas. Sur la question de la résolution du Rassemblement national, j'aimerais pas rappeler, puisque ça a été rappelé par le Premier ministre Le Cornu, qu'il s'agit d'une résolution qui n'est pas contraignante et qui doit effectivement passer par l'exécutif, qui doit ouvrir. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Ahmed Attaf, l'a dit, et il a tout à fait raison, de préciser que au stade d'aujourd'hui, la résolution française est un fait franco-français. Et l'Algérie n'a pas à intervenir là-dessus jusqu'à ce que le gouvernement et l'État français demandent à réouvrir des négociations. D'ailleurs, à ce sujet, je ne serais pas étonné du tout, connaissant bien le système. Vous savez que je connais le système algérien mieux que quiconque, c'est qu'avant même qu'il n'ouvre des débats, il est fort probable que l'Algérie décide, au même titre que les accords sur les visas diplomatiques, d'annuler purement et simplement les accords de 68, ce qui serait intéressant pour les Algériens, car ils retomberaient dans le CESEDA et auraient beaucoup plus d'avantages que de rester sous la coupelle des accords de 68. Donc ne nous trompons pas. Autre chose, je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit le frère Lelou, c'est qu'il faut bien préciser une chose, c'est que la question diplomatique algérienne ne s'impose qu'à elle-même et nous ne l'avons pas et nous ne plierons pas devant une quelconque menace que ce soit de la France ou que ce soit d'un autre pays. De ce point de vue, détrompez-vous. Et ce qu'a dit Hamid Lelou, c'est sur quoi l'État algérien peut s'appuyer comme le fait les pays du Sahel avec la Russie. Écoutez, cher frère Lelou, l'État algérien s'appuie sur l'allié le plus solide qui soit de par le monde et il s'allie au peuple algérien, quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez. Les Algériens, même si on n'est pas toujours et même rarement d'accord avec ce que fait l'État algérien, nous serons toujours derrière l'État algérien. Détrompez-vous. Et pourquoi il n'y a pas de réaction alors si c'était vraiment le cas, Jamel Guessoum, pourquoi il n'y a pas de réaction jusqu'à maintenant de la part d'Alger? On parle des Algériens, là, des Algériens qui sont en France. Oui, mais vous avez raison de poser la question. Mais je vous rappelle et je vous le dis, la résolution est une action franco-française. Lorsqu'elle se traduira d'un point de vue politique au niveau du gouvernement français, l'Algérie réagira. Mais aujourd'hui, c'est une résolution d'un parti votée certes à l'Assemblée nationale,
Mais pour l'instant, ça n'a pas dépassé le seuil où le gouvernement doit agir. Donc, il est tout à fait normal et même sage de la part du gouvernement algérien de ne pas réagir et faire qu'il n'y a pas de négociations qui ont été demandées par l'État français. Le jour où l'État français demandera des négociations, dans ces cas-là, l'Algérie réagira et certainement pas de la manière dont vous le pensez. Hamid Lello, sur ce silence de la part d'Alger sur toutes ces questions. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter Attaf. Il a quand même fait une petite allusion. C'est attristant de voir un pays aussi grand que la France de faire de l'histoire d'un autre pays, un pays indépendant, souverain, l'objet d'une compétition électorale anticipée en France. Fonds de commerce électoraliste. Hamid Lello, il y a quand même des millions d'Algériens qui sont intéressés par cette crise, concernés. J'ai l'impression que vous avez un représentant du régime algérien là face à nous. Il parle au nom du régime algérien, donc vous avez une réaction officielle. Non, hormis la plaisanterie, j'espère qu'il ne sera pas fâché. Mais c'est ça le problème. On lui redonnera la Ils parole. ne sont pas, le régime algérien n'a pas à réagir au coup à coup comme ça parce que la France fait des déclarations. Euh, ça peut être une stratégie. Vous n'êtes pas obligé de réagir. Vous n'êtes pas obligé, d'autant plus que, comme le dit Monsieur Attaf, certainement c'est la politique intérieure française qui est plutôt Hmm. pas instable, parce que les institutions On parle mais les d'Algériens, Hamid institutions, Lello. On parle de la non? communauté algérienne quand même en France. C'est des millions d'Algériens. Pourquoi Alger, peut-être Hamid Lello, quelqu'un d'autre, vous direz pourquoi alors on réagit par rapport à la résolution de l'ONU concernant le Sahara occidental? Mais vous voulez qu'ils réagissent par rapport à quoi? Par rapport aux déclarations des ministres au Parlement? Oui, à la résolution qui a été votée, Ben, ça, adoptée. c'est une résolution, je suis d'accord avec monsieur Gessoum, c'est une résolution franco-française. Cette question, elle revient aux Français de décider ce qu'ils veulent faire. Après, quand la décision est prise et que euh, le, le gouvernement, les relations de gouvernement à gouvernement, c'est l'exécutif qui parle à l'exécutif. Un exécutif algérien, même si on n'a pas vraiment d'institution en Algérie, mais parlons en théorie. Un exécutif ne peut pas parler à des institutions à l'étranger, il ne peut pas parler au Parlement. C'est sauf s'il y a vraiment des relations exceptionnellement bonnes où un président peut aller dans un pays étranger et adresser la parole au Parlement. Je pense qu'à un moment donné, un président français l'avait fait. Peut-être je ne me rappelle plus, mais il y avait un qui l'avait fait. Autrement, c'est de gouvernement à gouvernement. Vous ne pouvez pas parler jusqu'à ce que la décision soit prise et que le gouvernement français vienne et réclame des négociations ou des pourparlers ou quelque chose de ce genre. Mais l'Algérie officielle n'a pas à réagir à ce que la France fait de sa politique intérieure. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une réaction radicale de la part d'Alger, Hamid Lello? On a vu Abdelaziz Rahabi qui a proposé à Alger, justement, au gouvernement, au pouvoir, au régime, d'abandonner cette convention, de l'annuler de la part d'Algérie. Je pense que la chose qui se passe, déjà, Rahabi ne fait pas partie du gouvernement, il peut toujours parler en son nom. Est-ce que le gouvernement va l'écouter? Je ne suis pas sûr. Je pense que le régime algérien se rend compte de plus en plus qu'il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Je pense qu'il voudrait peut-être le présenter comme si c'était lui qui a abandonné les accords de 68, alors qu'il a toujours couru après parce qu'il y avait beaucoup d'avantages pour ses propres clients à lui.
ça ne servait pas beaucoup les intérêts algériens. À un moment donné, oui, il y avait la coopération, l'éducation, quelques échanges, la libre circulation des Algériens qui allaient en France jusqu'en 86, la main-d'œuvre algérienne qui était avantageuse. Et à un moment donné, les Algériens qui vivaient en France avaient quand même des avantages assez importants par rapport à d'autres immigrés, y compris les immigrés italiens et espagnols. Ce n'est plus le cas. Les Algériens et l'Algérie a perdu beaucoup de ses privilèges. Peut-être les seuls privilèges qui restaient, ce sont ceux qui étaient détenus par les oligarques proches du pouvoir. Et maintenant, c'est tout ce qui leur reste. Et comme ils ont perdu déjà ça, donc peut-être qu'ils voient aucune utilité à garder les accords de 68. Et au fait, ça va les décharger peut-être de certaines responsabilités. Comme je l'avais dit, le régime algérien est en train de changer de cap, euh, pas par choix, mais les événements et la situation ou la conjoncture géopolitique l'impose. Et ça ne m'étonnerait pas que l'Algérie s'éloigne de plus en plus de la France, quitte à réduire les relations franco-algériennes vraiment à son minimum. Surtout que Hamid Lelou, nous n'avons toujours pas d'ambassadeur à Paris, jusqu'à aujourd'hui. Justement, ça dénote de la gravité de la situation, enfin de la gravité, non, je dirais ça dénote du fait que cette relation a été poussée à l'écart parce que justement, le régime algérien pense, je ne sais pas à juste titre ou pas, peut-être que Sigessum, puisqu'il a des entrées dans le pouvoir algérien, pourra nous expliquer ça, peut-être que le régime algérien pense qu'il a des appuis plus important, plus conséquent ailleurs, qu'il pourra utiliser comme levier contre les pressions françaises. Alors, Jamal Guissou, est-ce que c'est le divorce entre Alger et Paris? Est-ce qu'il y aura un réchauffement? Comment vous voyez la suite? Et Hamid vient de vous poser une question d'ailleurs. Delou, c'est que quand il dit Jamal? que je parle, vous m'entendez? Oui. Oui. Quand c'est Hamid Lelou dit que il ne voudrait pas m'insulter en me disant que je représente l'État algérien, au contraire, il me fait un honneur. Et comme on dit chez nous en arabe, donc de ce point de vue, je n'ai aucun problème. Ensuite, il faut savoir de quoi l'on parle. Vous savez, quand on aborde un sujet, d'abord il faut expliquer, il faut être dans la pédagogie pour expliquer ce que sont que les accords de 68 au regard du droit conventionnel qu'est le CESEDA. Et donc, il faut d'abord que vos téléspectateurs comprennent cela pour se faire une idée. Très rapidement, le On en a déjà CESEDA, parlé plusieurs fois, Jamal. Hein. non, oui, non, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est toujours bon d'être pédagogue. Le CESEDA, ce sont les lois et les règlements en France qui gèrent l'entrée de tous les immigrés de tout le monde, sauf l'Algérie qui s'appuie sur les accords de 68. J'aimerais dire que les accords de 68 ont été réformés par 3 fois depuis 1968 et qu'il ne subsiste que des contraintes. L'étudiant algérien, quand il vient en France, comme il est algérien, il est obligé de demander une autorisation de travail, ce qu'il n'y a pas dans le CESEDA. Le passeport talent qui est attribué à beaucoup de gens de par le monde en France, les Algériens ne peuvent pas en bénéficier. Et donc, si on voit bien les choses, il est même préférable de faire annuler ces accords. D'abord, ils serviront tout d'abord à ce que ce ne soit plus un enjeu politique franco-français, mais ça permettra aux Algériens de France de retomber dans le droit commun qui est beaucoup plus avantageux aujourd'hui. Vous m'auriez dit ça en 70, j'aurais dit autre chose, mais en 2025, ça n'a plus trop d'intérêt. Ensuite, sur la question économique, puisque ça a été abordé par monsieur... Non, Jean-Noël Barrot, oui, les entreprises françaises vis-à-vis de l'Algérie. J'aimerais vous dire que la diplomatie économique est une diplomatie très importante. Il est bien évident que la France, en menant ses attaques frontales depuis 1 an, d'ailleurs qui n'a pas fait changer d'un iota la position algérienne, allait à l'encontre des intérêts français. De ce point de vue, je ne vois pas trop quel est l'intérêt de dire 1 an après, en novembre 2024-2025, qu'il faudrait qu'on rediscute d'économie. On ne peut pas, il n'y aura pas, parce que
Monsieur Guénaud, qui était conseiller du président Sarkozy, avait bien précisé, et j'aimerais que tout le monde l'entende, c'est que la France n'a aucun levier contre l'Algérie. Quand je dis aucun, c'est aucun. L'Algérie est cliente pour la France, elle n'est pas fournisseur. Et donc, il y a d'autres clients et nous nous sommes tournés vers l'Italie et vers d'autres pays. Donc, il va falloir qu'il y ait une certaine forme de réel politique qui indique que le rapport de force entre la France et l'Algérie n'est pas objectivement en faveur de la France. Donc, il faut mesurer ses prétentions et adopter un langage diplomatique sans poser de préalable. Si on me dit, moi, je viens discuter avec vous, si vous abandonnez votre souveraineté judiciaire, je dis, je ne discute pas avec vous. Venez d'égal à égal. Et on ouvre le champ des débats. En tout cas, la communauté algérienne de France, j'en fais partie, je suis né en France, vous dit clairement que nous ne sommes pas inquiets. S'il y a des menaces de l'État français, ça reviendra sur la question du droit international et ça sera une autre affaire. En tout état de cause, la France n'a aucun levier. Il va falloir qu'à un moment donné, tout le monde l'entende. N'a aucun levier. D'ailleurs, en un an, de novembre 2024 à novembre 2025, s'il y a eu un changement d'attitude, puisque le rapport des forces n'est pas en faveur de la France, c'est bien la France qui est en train d'évoluer à travers son nouveau ministre de l'Intérieur. Ça, il va falloir le comprendre à un moment ou à un autre. On va écouter, on va regarder cette vidéo, Jam. Aujourd'hui, l'Algérie, sans le dire, nous a déclaré la guerre. Et nous en sommes à quémander. J'ai lu la pathétique interview. Oui, la guerre, je vais vous dire pourquoi. J'ai lu la pathétique interview de Monsieur Nunez qui se réjouit que le ministre de l'Intérieur algérien l'ait appelé. On se croirait, vous savez, dans le livre de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, quand le diplomate était tout content parce que son chef lui avait frôlé l'épaule et qu'il y a des pages et des pages sur il m'a frôlé l'épaule et je vais avoir une promotion, etc. Monsieur Nunez, c'est ça. Ah, le ministre de l'Intérieur de l'Algérie l'a appelé. Ça va être formidable. Je vais vous dire ce que font les Algériens aujourd'hui. Les dirigeants algériens, le gouvernement algérien, ils affrètent des cars et des barques dans lesquelles ils font rentrer des milliers et des milliers de jeunes Algériens désireux d'aller en Europe. Ces cars et ces barques sont affrétés par le gouvernement algérien. Ça s'appelle une invasion. Jamal Aguessoum, beaucoup de débats comme ça dans les médias français, les télévisions, les radios, etc. Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais pas de réponse. Pourquoi, de l'autre côté de la Méditerranée, il n'y a pas ce genre de débat? Pourquoi? Allez. On ne peut pas réagir constamment du côté algérien sur des choses que l'on sait par avance. C'est-à-dire que les politiques, d'ailleurs, M. Zemmour, parle d'un fait qui n'existe pas. Il évoque des choses sans apporter des preuves. L'Algérie, malgré tous ses défauts, et elle a beaucoup de défauts, croyez-moi, et je n'hésite pas à les dire, même quand je suis en direct d'Algérie. Je n'ai pas de problème. Mais c'est du pur mensonge. Et donc, passer les accords de 68, ils vont trouver autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce débat en Algérie? Précisément parce que ça ne s'inscrit pas dans un débat pluraliste et politique sur la question qui lie la France et l'Algérie et les Algériens de France. Si l'État se met à réagir à toutes les attaques venues de France depuis un an, on ne va faire que cela sans que cela n'apporte quoi que ce soit au débat. Et donc, d'abord, en Algérie, on n'a pas tellement l'habitude du débat. Les plateaux TV ne sont occupés que par des gens qui sont soumis et qui n'ont pas un grain d'honneur dans toutes les télévisions algériennes et toutes les radios algériennes. Donc, déjà, la liberté d'expression, de ce point de vue, il faut carrément l'oublier. Elle est inexistante. Mais en plus, rajouter un débat sur ce qu'il n'y a pas à débattre, j'aimerais savoir à quoi cela sert M. Nunez, puisque M. Zemmour attaque M. Nunez. Et je pense qu'il a un avantage, c'est qu'il n'a pas d'aspiration politique. Ça n'est pas un politique. Il a toujours fait partie de l'appareil du ministère de l'Intérieur, que ce soit la DGSI ou autre. Et donc, ça n'est pas un politique et ce n'est pas un idéologue. Il est plus pragmatique et je pense qu'il a de bonnes chances de pouvoir renouer le dialogue avec Alger s'il ne pose pas comme préalable la libération d'un tel ou d'un tel. Je pense que la fenêtre de tir pour renouer le dialogue
passerait par le ministre de l'Intérieur. Quant à Jean-Noël Barrot, que je salue par ailleurs, il n'a toujours pas compris. Tout le monde sait à Paris ou à Alger que Macron voudrait vraiment justement envoyer Nunez et revenir avec Barham Sansal et Christophe Glaise, comme c'était l'histoire des otages en Iran aussi. C'est connu ça. Oui, d'accord. Mais on ne va pas redorer le blason du président Macron et effacer notre souveraineté nationale. La question de la justice, même si la justice n'existe pas en Algérie, on l'a bien vu avec l'affaire des Tissem Hamlaoui et d'autres, la justice n'existe pas. Mais on va quand même pas... Vous savez, l'État algérien, la politique algérienne, n'a jamais été pour les cadeaux pour redorer le blason d'un tel ou d'un tel, que ce soit le président Macron ou autre. Donc, on ne va pas lui faire plaisir. Et s'asseoir sur notre souveraineté judiciaire pour que le président Macron se targue d'avoir fait libérer Boualem Sansal. D'ailleurs, s'il voulait vraiment le faire et s'il était intelligent, il arrêterait, en tout cas, il ferait en sorte que les chiens qui sont en France arrêtent d'aboyer. Il n'a pas arrêté M. Rotaillot, il n'arrête pas d'autres. Donc, il ne peut pas se targuer de réussir quelque chose avec l'Algérie en n'arrêtant pas les gens qu'il nomme, parce que ce sont des gens qu'il nomme, et qui aboient comme des chiens à l'encontre de l'Algérie. Voyez-vous, en politique, on ne peut pas tout avoir. Il faut savoir choisir. Je vous invite quand même à retirer ces termes, s'il vous plaît. Parce qu'on est Non, je ne retire pas mes termes. Je retire pas, non, je retire pas mes termes. Quand on aboie, on a un chien. Donc, il n'arrête pas d'aboyer pendant un an. C'est pas aujourd'hui, je vais me taire. Je me tais ni à la télévision en direct, ni vis-à-vis de l'État algérien quand j'ai quelque chose à dire. Donc, il n'arrête pas d'aboyer. Je le redis, je le répète. Ça fait un an qu'on se lève avec l'Algérie, qu'on mange avec l'Algérie. On a des Doliprane maintenant algériens et on dort avec l'Algérie. Il y a un moment donné où alors, il faut se taire. Ou alors il faut aller consulter un psychiatre. Parce que en France, c'est ça. Vous n'allez pas m'apprendre la France, j'y suis né. Donc de ce point de vue, vous savez, si j'avais dit la caravane passe, les chiens aboient et les caravanes passent, vous ne m'auriez pas dit cela. Et pourtant, il y a le mot chien dedans. Donc, je vous le dis, vous voulez que je sois poli? Eh bien, la caravane passe et les chiens aboieront ou pas. C'est clair. Restez avec nous, Jamal Ksoum. Au nom de la chaîne, quand même, je mets toutes les réserves possibles sur ces termes utilisés. Hamid Lelou, nous allons passer à cette dépêche de l'AFP. Peut-être une question avant de passer au fond, Hamid Lelou. Dans la forme, quand l'AFP publie une analyse de cette qualité, qu'est-ce que cela voudrait dire? Moi, déjà, j'aimerais prendre 30 secondes pour ajouter quelque chose au sujet précédent. Je ne pense pas que M. Gessoum comprenne la politique et les relations internationales. Il parle beaucoup, comme beaucoup de gens, mais les politiques français, qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils soient au gouvernement ou pas, mis à part la compétition politique entre eux, ils travaillent tous pour l'intérêt de la France. Ça, c'est un, parce que nous parlons d'institutions. Deux, quand il dit que les politiciens français aboient, c'est son droit s'il a envie d'utiliser ce mot. Moi, j'ai aucun respect pour eux d'ailleurs. Mais ce qu'ils font, ça rentre dans un cadre très bien précis. Je veux dire, ils ne font pas les choses à la légère, ils ne font pas les choses au hasard, c'est calculé. Ça rentre dans le domaine de la préparation du terrain et dans le façonnage du terrain de bataille. Eux, ils voient les intérêts de la France dans la région comme une guerre continue, perpétuelle. Donc, il faut la préparer. Et les messages qu'ils sont en train d'envoyer, tout le tapage médiatique, ce n'est pas fait à la légère, ce n'est pas fait par hasard. Et je ferme la parenthèse parce que quand vous ignorez, vous dites « Oh, mais ce n'est pas important ce qu'ils disent », ça veut dire que vous n'avez rien compris. Nous sommes en train de parler d'un grand pays, d'une puissance nucléaire et d'une puissance économique. Face à elle, il y a un régime grabataire
qui n'a rien d'autre que de pomper les ressources du pays. Il produit rien. Il n'y a pas de levier contre le régime. Le régime, il n'a rien du tout. On n'a pas besoin d'avoir un levier contre ce régime. L'AFP, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Euh, je perds le fil. Euh, c'est L'AFP, quoi déjà l'AFP, Hamid Belou, l'AFP, c'est quand même le Quai d'Orsay. France 24, c'est le Quai d'Orsay aussi. Oui, 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 oui. Oui, donc vous voulez que je dise que ce que je pense de leur déclaration? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, ils sont très, très proches du pouvoir, bien sûr. Ce que l'AFP dit, ça rentre dans le cadre de ce que le gouvernement français dit. Qu'est-ce que vous voulez que... Hamid Lelou. D'ailleurs, c'est marrant parce que d'habitude, c'est la PS qui fait ce genre de lecture. C'est-à-dire, C'est-à-dire, nous avons quand même l'habitude de voir la PS donner un peu la position officielle du régime, mais pas à Paris. À Paris, généralement, les gens parlent, les ministres parlent, le président parle, c'est pas l'AFP. ça, il faut leur poser la question à eux. Je ne sais pas. D'habitude, effectivement, il y a la liberté, ils s'expriment, tout le monde s'exprime. Mais maintenant, peut-être que parce que il est temps de donner une position officielle de la France, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Et les ministres, même les ministres ou certains politiques français, quand ils font des déclarations, ils s'efforcent de préciser s'ils parlent au nom de leur parti, de la position de leur parti, ou bien de la position officielle du gouvernement français. Donc là, je vais vous lire quand même un petit extrait, le chapeau. Après l'adoption d'une résolution onusienne favorable au Maroc sur le Sahara occidental, l'Algérie voit sa diplomatie mise à l'épreuve. En froid avec ses voisins et la France, le plus grand pays d'Afrique a vu ses principaux alliés, la Chine, la Russie et le Pakistan, s'abstenir. Un revers, selon les experts. Et c'est un revers, Hamid Lou. Ben, vous allez être surpris parce que ma position par rapport à ça, Oui. indépendamment du fait que je pense que le régime algérien gère très très mal ce dossier, parce que les choses évoluent, changent, pas le régime tient toujours, soi-disant, sa légitimité de son caractère historique, révolutionnaire et tout ça. Bon, c'est tous ces mensonges. La résolution de l'ONU, elle n'est pas aussi claire et aussi en faveur du Maroc. La résolution onusienne, elle a évolué dans le sens de la proposition marocaine pour l'autonomie, mais le texte, il dit que la proposition marocaine est une proposition la plus faisable. Vous voyez, il ne dit pas la proposition la plus faisable. C'est-à-dire qu'il laisse une porte entrouverte pour une autre proposition. La résolution de l'ONU, elle n'est pas à 100% du côté marocain, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ce n'est pas une victoire écrasante marocaine. C'est une victoire, mais c'est une victoire relative. C'est-à-dire que la porte est encore ouverte. Et je pense c'est dû au fait de l'évolution des relations algéro-américaines. C'est la seule raison qui a fait que cette porte est restée entrouverte. Autrement, c'est une débâcle diplomatique pour ce régime algérien, mais ce n'est pas une réussite à 100% pour les Marocains. D'autant plus que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prochaines négociations, si les deux parties ou les trois parties, parce que le côté marocain veulent que l'Algérie soit présente de manière directe, acceptent de venir s'asseoir autour de la table des négociations, ce qui n'est pas le cas dans la résolution, un. De deux, c'est de prendre cette résolution ou cette proposition comme la proposition la plus, disons, la plus sérieuse. Mais ça ne ferme pas la porte au côté algérien s'ils sont malins, s'ils arrivent à travailler et à mobiliser les réseaux
cette décision, elle n'est pas définitive. Si on lit bien de près le texte, ce n'est pas une victoire écrasante telle que présentée par le régime marocain. Ce n'est pas une victoire absolue. Et quelle est votre lecture, Hamid Elou, par rapport à la position de la Russie, du Pakistan, des pays cités justement dans ce passage? À nouveau, la Russie, justement, le problème de la Russie vis-à-vis de l'Algérie, c'est que, comme je l'ai dit il y a plusieurs fois, un peu plus d'un an, avant le BRICS, j'avais dit que si la Russie ne laissait pas l'Algérie rentrer dans le BRICS, ça va pousser le régime algérien à aller de l'autre côté. Et est-ce que c'est un mauvais calcul des Russes ou bien c'était trop tard et qu'il fallait faire comme ça? Parce que on se rend bien compte tous les jours qui passent que les relations algéro-russes ne sont pas aussi bonnes qu'on l'a toujours dit. D'ailleurs, ils n'ont jamais eu de relations, c'était des relations de marchands à un acheteur. Ils leur vendaient leur camelote depuis 60 ans. Ils continuent à faire ça. Il n'y a jamais eu vraiment beaucoup d'échanges entre la Russie et l'Algérie. Ça, c'est d'un. Et de d'autres, la Russie aussi, elle est dans une situation qui a essayé de se rapprocher du Maroc. Il y a eu des visites de très haut niveau russes au Maroc et vice-versa. Il y avait même le Mohamed VI qui était parti en Russie il y a quelques années. Donc aussi, dans la relation internationale, on a envie un petit peu de jouer sur les deux bouts de la corde. Hein. Ce n'est pas de tirer seulement du côté algérien. Si ça ne marche pas, on va essayer le marocain, même si je pense que les chances pour un rapprochement approfondi entre le Maroc et la Russie n'est pas pour demain. Hein. Ce n'est pas pour demain. Et la position du Pakistan, le Pakistan n'a jamais eu de relation, d'ailleurs comme l'Inde, n'a jamais vraiment eu de relation approfondie avec l'Algérie. Et d'ailleurs, leur position, c'est un petit peu, c'est pas l'abstention, mais ils n'ont pas voté contre. Donc, pareil, ça fait partie de cette diplomatie où on laisse une porte entrouverte. Ils n'ont pas voté pour, mais ils n'ont pas voté contre. Donc, la porte, je pense, elle est entrouverte. Je l'avais dit même avant que le Conseil de sécurité ne vote. Si le régime algérien est malin et qu'il arrive à faire fonctionner ses réseaux, s'il a de bons réseaux, la position pourrait encore évoluer. Pendant longtemps, elle était plutôt Ouais. en défaveur des Marocains. Maintenant, le parti marocain a pris le dessus, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ont gagné. La partie n'est pas finie. Voilà, en gros. Merci. Merci Hamid. Restez avec nous. Jamal Gissoum, une dernière question, Jamal Gissoum. Alors, dans cette dépêche de l'AFP, on lit l'une des illustrations et échecs et l'échec de la candidature algérienne au club donc, de BRICS à l'été 2023. Le président Abdelmadjid Tebboune avait reçu une fin de non-recevoir presque humiliante de la Russie. Un peu plus loin, il y a une évolution majeure dans les relations internationales et l'Algérie dans des signes d'essoufflement. Ça, c'est l'AFP, ça? Oui. Ça m'intéresse pas. Je balaye d'un revers de main. Donc, sauf respect pour vous, ils reviennent sur des choses d'il y a 2 ans et ils ne s'occupent pas de ce qui les concerne eux directement aujourd'hui. Donc, c'est à mettre à la poubelle. Très rapidement, quand Hamid Lelou dit que je ne connais pas assez la politique française, j'aimerais juste le rappeler que je suis né en France il y a 58 ans, et quand il dit que les politiques français œuvrent se mettent d'accord pour œuvrer dans l'intérêt de la France, moi qui y vis depuis 58 ans, je ne vois pas l'intérêt de la France dans sa population que je vois tous les jours. D'ailleurs, s'ils œuvraient pour l'intérêt de la France, ils ne se mettraient pas à dos les États du Sahel, le Tchad et bien d'autres pays, et dont l'Algérie. Ça, c'est une chose. Sur la question du Sahara occidental, je partage l'ensemble de l'analyse de Hamid Lelou. Ce qu'il a dit dans l'ensemble est tout à fait vrai. Simplement, je voudrais rappeler que l'Algérie a quitté les négociations, ce que l'on appelait les formats des tables rondes, il y a de cela, je crois, 3 ou 4 ans, et elle n'y reviendra pas. L'Algérie ne fait pas partie de l'équation diplomatique et politique dans la question du Sahara occidental. C'est une affaire qui regarde
le peuple sahraoui, le Maroc et les Nations Unies. De la même manière que l'Algérie a soutenu l'Afrique du Sud, a soutenu bien d'autres pays, la Palestine et d'autres, alors qu'elle n'avait pas un intérêt directement dans ces affaires. Donc, l'Algérie ne reviendra pas et ne discutera pas avec le Maroc sur un problème qui ne la concerne pas directement. Hamid Lelou a parlé tout à l'heure que la Russie vendait des camelotes. Eh bien, il y a beaucoup, c'est Hamid, il y a beaucoup de pays qui voudraient avoir une camelote comme les Su-35 et Su-57 qui font peur à tant de gens. Donc la camelote, si c'est ça la camelote, on veut bien continuer à en acheter. Dernier point et d'importance, c'est Hussein, vous avez posé la question à Hamid Lelou, pourquoi est-ce que le Pakistan, l'Inde et non, le Pakistan, la Chine et la Russie se sont abstenus. Je vais vous le répondre d'un point de vue réglementaire et juridique, pas idéologique. C'est que s'ils avaient mis leur veto, la Chine et la Russie, la MINURSO n'aurait pas pu être reconduite jusqu'en octobre 2026. C'est la seule raison pour laquelle ils se sont abstenus. Ils n'ont pas voté pour, comme dit Hamid Lelou, ils n'ont pas voté contre, mais la raison juridique, et uniquement juridique, c'est qu'il fallait que la résolution passe sans un aval politique et diplomatique fort pour que la mission de la MINURSO soit automatiquement reconduite. Voilà pourquoi ils se sont abstenus. Ça n'est pas une question d'alliance avec l'Algérie ou avec le Maroc ou avec un autre pays, c'est simplement une question juridique. Merci Jamal Guessou, merci Hamid Lelou, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. À demain.